Mais pour mieux comprendre cette situation, il faut remonter à 2016. 2016, Monsieur Sassou a été battu dans les casernes militaires à Fat-Couture par le général Jean-Marie Michel Mobutu. Et partant de ça, le monsieur a trouvé une stratégie de pouvoir se constituer une réserve électorale. Au Congo, nous avons environ 40 000 militaires. Donc, face à un fichier électoral où vous êtes autour, à un corps électoral qui est aussi autour de 2 millions, si vous constituez déjà une réserve de 40 000 votants, c'est déjà une garantie, quel que soit le candidat qui se trouve en face. Et on ajoute, dans le même sens, qui organise les élections, qui est ministre de l'Intérieur, chargé de veiller à la régularité de l'élection, c'est M. Molo, qui est membre du Parti congolais du travail. Vous avez des militaires. M. Bertrand venait de le dire. Le militaire n'a que deux options. À vos ordres, autant pour moi. Soit il obéit, soit il s'excuse auprès de son chef, qui lui aura donné même un ordre qui n'est pas conforme. Et face à cela, vous voyez que les conditions de transparence, de crédibilité ne sont pas garanties pour le vote militaire. Et le dépouillement ne peut pas se faire. Quand on regarde dans la loi électorale, le dépouillement devait se faire au même moment. Mais c'est aussi une stratégie pour le parti au pouvoir d'ajouter, de bourrer les urnes. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va dépouiller le vote militaire. Et les militaires qui ont voté, curieusement, ils n'avaient pas de carte d'électeur. Déjà, là, vous voyez que les autres candidats n'ont même pas pu déployer leurs représentants dans les bureaux de vote. Et si donc tricherie il peut y avoir, et ça serait très facile parce que simplement dans les bureaux de vote, il n'y a que des agents de l'administration et puis les représentants du candidat Denis Sassou Nguesso. Et puis vous allez constater, en fait, j'ai constaté moi bien entendu que les militaires étaient transportés dans les bayous, on les déposait dans les bureaux de vote, et même ceux qui venaient à pied sortaient des rassemblements qui étaient organisés préalablement dans les casernes, et quand ils arrivaient, certains n'avaient pas de carte d'électeur, ils arrivaient, ils votaient, ils rentraient dans des bureaux, ils votaient en présence de leur chef hiérarchique, et puis ils sortaient. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 sur ce plateau avec moi, bien entendu, Maître Bertrand Meunier Kounyonga, doctorant en droit privé et sciences criminelles, premier coordonnateur du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Bonjour Bertrand. Bonjour Christian et merci pour ton invitation. Je suis très content. Merci. Merci d'être avec nous. Nous avons également Landry Boumbeya Tsambou, activiste et défenseur des droits de l'homme, membre du coordination du mouvement citoyen Ras-le-Bol. Bonjour Landry. Bonjour Christian. Merci. Bonjour Bert. Merci d'être là. Alors, Merci. vous êtes en train de suivre évidemment l'actualité, vous êtes sur place. Les militaires ont voté hier. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'idée sur les tendances qui se dégagent des résultats. La parole à qui voudrait la saisir en premier? Ok, ben, Christian, je peux te dire qu'il n'y aura pas de surprise. J'ai eu le bonheur de sillonner quelques bureaux de vote hier. J'ai été à l'ENAM, à l'École nationale d'administration de magistrature, là où ils ont érigé un bureau de vote. J'ai été à Nganguédoua, donc c'est non loin de l'ENAM aussi. Ils ont érigé aussi un bureau de vote là-bas. J'ai aussi été à Notre-Dame de Rosaire, à Bakongo, là où j'ai assisté à la quasi-totalité des votes des gendarmes. Et il y a une seule chose que j'ai constatée, c'est que il n'y avait pas de représentants des autres candidats en dehors du candidat Sassou Nguesso. Déjà là, vous voyez que les autres candidats n'ont même pas pu déployer leurs représentants dans les bureaux de vote. Et si donc tricherie il peut y avoir, et ça serait très facile parce que simplement dans les bureaux de vote, il n'y a que des agents de l'administration et puis les représentants du candidat Denis Sassou Nguesso. Et puis vous allez constater, en fait, j'ai constaté moi bien entendu que les militaires étaient transportés dans les bayous, on les déposait dans les bureaux de vote, et même ceux qui venaient à pied sortaient des rassemblements qui étaient organisés préalablement dans les casernes, et quand ils arrivaient, certains n'avaient pas de carte d'électeur, ils arrivaient,
ils votaient, ils rentraient dans des bureaux, ils votaient en présence de leur chef hiérarchique, et puis ils sortaient. Et donc, je suis tenté de penser qu'il y a eu certainement des consignes parce que les militaires ne sont soumis que euh, à l'autorité hiérarchique. Avec les militaires, il y a que à vos ordres et autant pour moi. Et donc, il n'y aura pas de surprise. Le vote militaire sera favorable au président Sassou Nguesso. Oui, mais encore que les consignes soient données, mais les militaires devaient être libres d'aller voter et en toute discrétion. Lorsque vous dites qu'ils ont été transportés dans des véhicules militaires et cela se passe devant leur chef de corps parfois, je comprends bien qu'il y a eu une certaine influence de ces derniers pour contrôler le vote. Et nous apprenons d'ailleurs, hein, selon ceux qui étaient sur place, que lorsqu'ils arrivaient, on leur tendait des enveloppes avec un bulletin déjà coché, où le candidat était déjà coché. J'imagine, lorsque c'est un chef de corps qui vous tend ça, je ne vois pas comment un soldat va-t-il refuser d'aller poser ou insérer un tel bulletin de vote. Mais vous dites que, évidemment, ils ont été transportés dans des véhicules militaires. Moi, je pense que là, ça pose quand même problème. Ça veut dire qu'on va chercher les électeurs dans les camps militaires pour les amener vers, alors qu'ils devaient se déplacer eux-mêmes, c'est-à-dire avec leurs moyens et indépendamment de la volonté, bien sûr, de leur corps militaire. Ben, bien évidemment, Christian, les militaires étaient rassemblés avant d'aller dans des bureaux de vote. Ils étaient préalablement rassemblés dans leur caserne ou leur lieu de travail respectif. Et après le rassemblement du matin, des consignes ont été données. Bon, pour ceux qui n'avaient pas de place dans les centres de vote, on les mettait en rang. Ils étaient en rang comme ça se passe dans les casernes. Hein. Ils sont en rang, le chef militaire donne des instructions et puis au fur et à mesure, par groupe, les gens rentraient dans les bureaux de vote pour aller voter. En tout cas, je n'ai pas vu les militaires avec des cartes d'électeurs. Et puisque ce sont des votes des militaires, c'est difficile pour nous les civils d'avoir accès et puis d'aller contrôler ce qui se passe. D'autant plus que même les candidats eux-mêmes, en dehors du candidat Sassou Nguesso, n'avaient pas dans la quasi-totalité des bureaux de vote des représentants. Vous voyez que c'est difficile. C'est d'où même qu'on se pose la question du pourquoi de la dissociation du fichier électoral militaire et civil. Et là, on comprend bien évidemment pourquoi le fichier a été dissocié. C'était simplement pour permettre d'avoir la maîtrise du corps électoral militaire, parce qu'à ce moment-là, en les gérant en dehors des civils, eh bien, on les contrôle. On sait que ce jour-là, ils doivent dormir pour certains dans les casernes, et pour les autres, ils doivent arriver le matin pour avoir la consigne. Et puis, s'il y a des enveloppes ou des encouragements à donner, au moins là, ça se passe en toute maîtrise. Et donc, le vœu qui est émis par les organisations de la société civile ou les partis politiques de l'opposition d'unifier le fichier électoral, moi, je pense que si les gouvernants ou le parti majoritaire continuent à être réticents, c'est simplement parce que ça leur permet de se tailler un bouclier électoral déjà garanti, hein, en attendant l'élection des civils. Et donc, pour le parti au pouvoir, en tout cas, c'est un point de vue personnel, le vote militaire est un bouclier électoral garanti. Voilà, ça peut être traduit comme une stratégie de fraude. Vous dites qu'il n'y a pas eu dans certains bureaux de vote des représentants des autres candidats. Bon, après, la question serait de savoir est-ce que c'est eux-mêmes les candidats qui n'ont pas envoyé des représentants ou ils ont été interdits, voilà, de surveiller le vote. Mais on va chercher à le comprendre après. Bon, je sais que lorsqu'on a voté, lorsqu'il y a un scrutin, le dépouillement doit se faire le même jour. Est-ce que réellement il y a eu dépouillement? Landry Bumbeya. Bon, je ne pense pas, parce que le maître Bertrand venait de dire que le scrutin s'est passé dans un état, dans un système d'autarcie. Personne n'avait accès à ces bureaux de vote. Et la tendance, vous voyez que c'est l'administration et les représentants du candidat Sassou. Mais pour mieux comprendre cette situation, il faut remonter à 2016. 2016, Monsieur Sassou a été battu dans les casernes militaires à Fat-Pucho par le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et partant de ça, le monsieur a trouvé une stratégie de pouvoir se constituer une réserve électorale. Au Congo, nous avons environ 40 000 militaires. Donc,
face à un fichier électoral où vous êtes autour, à un corps électoral qui est aussi autour de 2 millions, si vous constituez déjà une réserve de 40 000 votants, c'est déjà une garantie, quel que soit le candidat qui se trouve en face. Et on ajoute dans le même sens qui organise les élections, qui est ministre de l'Intérieur, chargé de veiller à la régularité de l'élection, c'est M. Molo, qui est membre du Parti congolais du travail. Vous avez des militaires. Monsieur Bertrand venait de le dire. Le militaire n'a que deux options. À vos ordres, autant pour moi. Soit il obéit, soit il s'excuse auprès de son chef, qui lui aura donné même un ordre qui n'est pas conforme. Et face à cela, vous voyez que les conditions de transparence, de crédibilité ne sont pas garanties pour le vote militaire. Et le dépouillement ne peut pas se faire. Quand on regarde dans la loi électorale, le dépouillement devait se faire au même moment. Mais c'est aussi une stratégie pour le parti au pouvoir d'ajouter, de bourrer les urnes. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va dépouiller le vote militaire. Et les militaires qui ont voté, curieusement, ils n'avaient pas de carte d'électeur. Et à la date d'aujourd'hui, pour anticiper, peut-être que les cartes n'ont pas été distribuées. Si vous circulez dans la ville de Brazzaville, là où nous sommes, vous allez constater que même les civils n'ont pas reçu de carte d'électeur. Et comment se passera alors le vote aujourd'hui? Nous sommes le vendredi, dernier jour de la campagne. Nous n'avons que samedi. Samedi, je ne pense pas que l'administration puisse se déployer pour distribuer les cartes d'électeurs. Donc, c'est une magouille organisée, bien orchestrée pour remettre en scène M. Sassou. Un Alors, peu est-ce ce que que je j'ai peux dire compris, par vous rapport. dites que c'est le dernier jour de campagne, nous sommes évidemment vendredi 13 mars 2026. Est-ce que cela veut dire que les militaires ont voté pendant que la campagne est en train de se dérouler encore? Oui, bien entendu. Vous savez que, avant de répondre à ta question, le décret qui a ouvert la période des campagnes électorales était en violation de la loi électorale. Puisque la loi électorale, je l'ai sur place ici, je l'ai ici, la loi électorale, à son article 20, euh, ouvre la période électorale pour 15 jours. Et les 15 jours permettront aux candidats de convaincre leurs électeurs sur toute l'étendue du territoire de 242 000 km². Et vous avez bien vu que cette période a été réduite par un simple décret pris par le ministre de l'Intérieur, qui a fermé la campagne le 11, et puis On a un petit souci avec Bertrand. Alors, donc, je repars d'abord vers Landry. Nous étions en train de parler de la campagne électorale qui se poursuit. Dans le même temps, les militaires étaient en train de voter, c'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. La campagne a été suspendue le 11 et le 12 pour permettre aux militaires de voter, mais c'est en contradiction, en violation de la loi électorale. Et je pense que c'est une stratégie du système pour bloquer les autres candidats, en réalité, pour les empêcher de continuer à battre campagne et pour empêcher à certains de se déployer, tout en sachant que les moyens de campagne sont disproportionnés. Monsieur Sassou peut se faire représenter à Infondo, à Pointe-Noire par ses ministres, alors que les autres candidats n'ont pas les moyens que Monsieur Sassou a. Donc, c'est en toute opacité, en toute violation des textes et des textes qu'eux-mêmes ils votent dans un Parlement constitué à plus de 90% des membres du parti au pouvoir. Vous voyez que ce sont des stratégies pour empêcher qu'il y ait une élection libre et transparente. Donc, il faut créer des motifs, il faut mettre en place des mécanismes qui empêchent que l'élection se passe normalement et que le peuple puisse écouter les autres candidats. Alors, je reviens donc vers Bertrand. Vous étiez en train de dire, bon, il y a un problème de transparence hein, qui se pose aujourd'hui. Dès lors qu'on a institué le vote des militaires, c'est une stratégie de fraude. Tout le monde est en train de le constater. C'est un vote, c'est-à-dire un scrutin qui ne se dépouille pas le même jour, alors que la loi électorale est claire là-dessus. Vous avez rappelé l'article 20 de cette loi. Ben, il y a également ce transport des électeurs dans des véhicules
militaire, lorsqu'on sait que l'article 205 de la Constitution est clair là-dessus, l'armée est apolitique, les forces de l'ordre sont apolitiques, mais on l'a constaté d'ailleurs sur le terrain, hein, même sur, voilà, pendant la campagne électorale, des soldats, des militaires, des généraux qui ont pris la parole en train de faire campagne pour un candidat, donc Denis Sassou Nguesso. Et c'est là qu'on comprend, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était pour garantir à Sassou Nguesso voilà, une bonne partie voilà, de vote. Donc Sassou a déjà ce paquet-là des militaires, qu'on a influencé d'ailleurs, puisque c'est ce que je semble comprendre. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, on peut continuer à parler d'une élection présidentielle lorsqu'elle se déroule dans ces conditions? Bon, ben, écoute, Christian, je pense que non, on ne peut pas parler d'une élection présidentielle ou encore tout au moins d'une élection libre, démocratique et transparente. Pourquoi? Parce que le parti au pouvoir ou le président de la République s'est arrangé à avoir la maîtrise du processus électoral en amont jusqu'en aval. Vous savez bien que aussi bien le recensement administratif s'est passé dans des conditions que vous savez tout au moins opaques. Lorsque l'administration électorale a commencé à faire la campagne pour le recensement administratif, le parti au pouvoir a profité de cette période pour commencer déjà sa campagne électorale. Et donc, même le président de la République était 3 mois en avant en campagne électorale par rapport aux autres candidats. Et ça veut dire que le président de la République, donc le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, qui est aussi candidat, a usé des ressources de l'État pour battre campagne, c'est-à-dire il utilise l'armée, la police, la gendarmerie, les moyens financiers pour battre campagne. Landry Bumbeya, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Bien entendu, et nous savons que ce n'est pas nouveau. Le candidat Sassou a toujours utilisé les moyens de l'État pour battre campagne. Et c'est ce qui explique à l'approche de chaque élection, M. Sassou passe son temps à inaugurer des édifices publics, ça et là, simplement pour galvaniser le public à son actif. Donc, il a du mal à dissocier entre sa posture de chef de l'État et de candidat à une élection présidentielle. Et le parti au pouvoir continue à distribuer. Avant l'élection, ils ont procédé à la distribution des cartes nationales d'identité à certains sujets dont ils n'ont pas la maîtrise. Vous avez dans certains quartiers des sujets de la RDC qui n'ont pas la nationalité congolaise, des sujets centrafricains et même nos amis de l'Afrique de l'Ouest qui ont reçu des cartes nationales d'identité. C'est une stratégie pour lui non seulement qu'il utilise les moyens de l'État pour lui, mais il continue toujours à déployer des stratégies pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Il utilise les moyens de l'État. Ouais, en période électorale, je pense que si c'était un homme d'État, il devait arrêter avec l'inauguration des édifices publics pour se consacrer à la promotion de son projet de société. Mais malheureusement, pendant cette période, il se lance 3 mois avant, il s'est toujours lancé en campagne. Nous aurons les législatives certainement l'année prochaine, mais vous allez voir que ce serait toujours la même stratégie. On commence par inaugurer les édifices publics, on commence à poser les deuxièmes pierres, 17e pierres à gauche et à droite, et enfin, quand arrive la période électorale, on se vante qu'on a lancé tel projet, qu'on a lancé tel autre projet, que tel projet est presque à son terme, et voilà, c'est toujours les moyens publics que M. Sassou utilise à son actif. Alors, Bertrand Meunier, puisqu'on l'a vu aussi, évidemment, ce qu'est en train de dire Landry Bumbeya, tout le monde a vécu ça et est en train de revivre. Je ne sais pas si la campagne s'est arrêtée, mais on a vu évidemment Denis Sassou Nguesso se balader avec tout le gouvernement, avec les membres du gouvernement qui étaient ou qui sont devenus des vigiles, des gardes du corps, voilà, du président de la République en train de marcher aux côtés, voilà, du candidat. Donc, en fait, l'État s'est arrêté carrément. Christian, tu sais qu'à Madagascar, Oui. lorsque un président en exercice se propose d'être candidat pour sa propre élection, il démissionne 6 mois avant. Au Congo, il y a une confusion totale entre le candidat Sassou et le président de la République. Alors qu'il est actuellement candidat, il se permet de poser les actes d'un président en exercice. Et c'est ce qui est aberrant, puisque cette confusion emmène à utiliser les moyens de l'État en faveur de ses campagnes électorales. Il utilise les hélicoptères de l'État.
il utilise même l'armée. Vous voyez que lorsqu'il se déplace, toute l'armée se déploie, la GR se déploie. On oublie qu'il s'agit là du candidat président de la République, du candidat Sassou, et non du président de la République. Pour les autres candidats, il y a une affectation des militaires, je pense 12 militaires ou 8. Mais pour lui, c'est toute l'armada de l'armée qui le suit, alors qu'il est candidat comme tout autre. S'il devait se garantir une certaine sécurité, il devait faire autant pour les autres aussi. Et donc, vous voyez que il y a une confusion entre la chose publique et le parti qui est le PCT. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis longtemps que ça se passe comme ça. Tous les bus, les moyens de locomotion des ministères, ça crée une injustice parce que la loi électorale n'a pas plafonné les dépenses des campagnes électorales. Ça fait qu'il utilise plus de moyens, il met en exergue plus de moyens de campagne et ça crée une injustice parce que les autres n'ont pas ces moyens et ils essayent tant peu que bien de s'exprimer, mais ils ne pourront pas sillonner toute l'étendue du territoire en 12 jours et ils n'ont pas assez de moyens pour vendre leur projet de société. Et c'est ce qui est aberrant. Et ça nous amène à dire que les résultats qui sortiront de cette élection ne seront pas des résultats qui vont refléter le vouloir des populations, le vouloir des Congolais. Parce que vous avez vu que le projet, on ne va pas dire le projet, le bilan du candidat sortant, il est catastrophique, mais les conditions d'organisation des élections ne permettront pas aux populations de le sanctionner. Voilà, dans la même veine, Bertrand, vous avez rappelé Denis Sassou Nguesso utilise les ressources de l'État. On le voit d'ailleurs se balader avec, je crois, ça doit être un avion, voilà, de la République, les hélicoptères de l'armée, on a vu ça. Il est accompagné presque par toute l'armée, c'est ça. Mais il y a quelque chose aussi de très curieux que les gens ont noté, c'est que dans son équipe, on a vu des mercenaires étrangers, des Blancs. Vous voyez la sécurité de Sassou. Eh, ah, on a vu la Franprix, hein, à l'étage en haut là-bas. Ils sont en train de positionner. Donc là, moi, il ne faut pas. Les amis côté Balmé Katoka. Tout как на Зуланге. Et puis ils ne sont pas des noirs. Il y a comme Ben Laden, Osama et Kouzade. Est-ce que cela n'était pas suffisant pour annuler sa candidature? Parce qu'un candidat à la présidence qui se fait accompagner par des mercenaires blancs, ça pose tout de même problème. Oui, ben, Christian, le président de la République, lors de son mandat passé, a prêté serment devant la Constitution de respecter et de faire respecter la Constitution. Et vous savez que notre président n'a jamais respecté la Constitution parce que, en même temps qu'il est président de la République, il est président du comité central du PCT. Et lors du dernier congrès, je pense le 6e congrès, il a été réélu à la tête du comité central du PCT en violation de la Constitution. Et donc, je pense qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui de dire qu'il est respectueux des lois et règlements de la République. Il est candidat, il se permet de faire venir les mercenaires. Le pays n'est pas menacé par ses voisins. Et si lui, il paye ses mercenaires avec les fonds publics, l'argent du contribuable, eh bien, il doit rendre compte. Il doit rendre compte. Et c'est une insulte contre l'armée aussi. Parce que nous avons une armée qui est censée protéger tous les candidats et sans discrimination. Et je pense que c'est dommage que nous assistons à ce genre de comportement de la part du président de la République. Alors, Landry Boumbeya, nous avons vu pendant cette campagne, bien sûr, de Denis Sassou Nguesso, le procureur de la République s'afficher aux côtés des criminels recherchés par la justice congolaise. J'ai cité Dongou Zidane, que tout le monde connaît, on l'a vu poser avec le procureur de la République. À côté était également un autre membre du gouvernement, je crois que c'est Richard, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, Jean-Bruno Richard. Jean-Richard Benoît. Et on voit comment le procureur est souriant avec un criminel pourtant recherché, donc visé par un mandat d'arrêt international. Et ce mandat, et savoir que ce mandat avait été émis par ce procureur, à quoi ça vous fait penser? Christian, j'aimerais rappeler une phrase lors de la prestation de serment de M. Sassou, je pense que c'était en 2018. Il avait dit qu'il n'y aura ni
petits poissons, ni menu frétin, ni gros poissons, ni menu frétin, mais tous passeront par les nasses du droit et de la justice. Et ce que je veux dire par là, c'est que M. Sassou n'a jamais respecté ses engagements. Et il est au pouvoir avec un cartel, un clan qui gère avec lui le pouvoir. M. Ngakala, on l'utilise pour apurer les autres, on l'utilise simplement pour maintenir euh, le peuple dans la torpeur. Et ce n'est pas étonnant de voir que vous avez Dangou Zidane à côté du procureur et ils étaient dans la joie. C'est des amis en fait. Donc c'était juste un marché de dupes qu'ils ont conclu pour simplement essayer d'étouffer la ferveur populaire qui était en train de monter lorsque Dangou Zidane a été condamné suite aux actes de détournement de fonds. Il n'y a pas eu que Dangou Zidane et le procureur. Vous avez Idever Moigny, un ancien guériki, euh, passe son temps à menacer les Congolais et qui, par certains actes, devait se retrouver. Parce qu'il a une procédure en justice, le monsieur devait se retrouver Mais aujourd'hui, il on était devait même déjà l'arrêter. en Ce monsieur prison, à se ce que je fugitif sache. de la... Voilà, c'est un fugitif de la justice, mais qui bat campagne pour le président de la République. Vous voyez que au Congo, c'est un état de non-droit. Monsieur Sassou fait ce qu'il veut. Et comme disait quelqu'un, que chaque jour au réveil jusqu'à la fin de la journée, Monsieur Sassou viole la Constitution. Il ne respecte pas cette constitution, il la viole, donc il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas étonnant de voir que M. Zidane, qui est un terroriste financier, qui se retrouve avec Okungara, qui est un terroriste judiciaire. Et de l'autre côté, vous avez vu à Pointe-Noire des mercenaires. Donc, il se promène avec toutes les formes de mercenaires autour de lui pour se maintenir au Bertrand Meunier, on nous parle donc d'Idever Moigny, où tout le monde sait, il a été, je crois, son immunité parlementaire avait été retirée. Il était déjà presque en prison en train d'attendre son procès. Il s'est bon évadé, il faut le dire comme ça, parce qu'ils ont créé voilà, un prétexte qu'il serait malade, évacué en Turquie. Le voilà qui revient en pleine campagne dans les équipes de Denis Sassou Nguesso. À côté, nous avons aussi parlé de la présence de Zidane Dangou, visé, je le rappelle, par un mandat d'arrêt international pour crimes financiers pour avoir détourné près de 3 000 milliards de francs CFA. Et le procureur de la République est devant lui en train de sourire, alors que à l'instant, ce qu'il devait faire, c'est de l'arrêter ou de le faire arrêter. Ne pas le faire, n'est-ce pas là une complicité de crime, et on est là, comme a dit d'ailleurs Landry Boumbeya, devant un cartel, c'est ça? Ben, le mot est un peu dur, un peu sévère. Ben, on est tenté aussi d'utiliser le même mot, être de toute façon, Nick Filal a utilisé aussi le même mot lorsqu'il a adressé la lettre à l'opposition. À l'UPADES, il disait que c'était un cartel. Mais moi, je pense que s'il a fait partie de ce cartel, et aussi, ils font partie de ce cartel, donc ils sont aussi membres du cartel. Et vous avez cité Idever Mokana, qui a été arrêté pour viol sur mineur. Aujourd'hui, ce même Guy Marius Okana a été vu lors du congrès du PCT. Et donc, on va considérer que c'est un parti qui a la même mise sur la justice, qui décide de qui on doit arrêter, de qui on doit relâcher. Et nous avons par là une justice qui est devenue affaiblie parce que elle est assujettie à un pouvoir qui était arrivé par les armes. Et cette justice ne peut pas être indépendante parce que simplement les magistrats sont redevables au tyran qui les nomme. Et c'est le tyran avec son parti qui décide qui on doit arrêter et qui on ne doit pas arrêter. D'où on se pose la question, est-ce que dans ce contexte, est-ce qu'on peut assister un ministre de l'Intérieur passer à la télé à 21h, 22h, dire que Gavé a gagné, Vivien Manango a gagné? Pas possible. Et donc, ce que nous assistons, c'est de la cosmétique, c'est de l'amusement. Et c'est ce que nous appelons dans nos langues véhiculaires le lioto. Ce n'est pas des élections, nous vivons simplement la continuation ou la continuité d'un pouvoir qui organise des scénarios pour se pérenniser, s'éterniser au pouvoir. Voilà ce que je peux dire, Christian,
Les autres Congolais, notamment les civils, hein, vont se rendre donc aux urnes dimanche prochain, 15 mars 2026. Quelle est l'atmosphère sur le terrain, vous qui êtes là-bas? Et les Congolais sont-ils vraiment mobilisés ou manifestent-ils une approbation à cette élection? Christian, merci. Je fais une petite différence. Il y a la foule et il y a le peuple. Ne pas dire il y a la foule et il y a les électeurs. Quand vous voyez la mobilisation pour la plupart des candidats, ce sont des enfants de 15 à 20 ans et nombreux ne sont même pas électeurs. Et quand vous regardez au niveau de l'administration électorale, les cartes d'électeurs ne sont pas distribuées et tous les Congolais n'ont pas reçu leur carte électeur. Pour ceux qui, d'ailleurs, puisque certains partis politiques ont demandé à leurs militants d'aller massivement voter. Mais nous savons qu'au Congo, la tendance, comme circuler dans les rues de Brazzaville, les Congolais sont beaucoup plus dans l'option abstention que plutôt d'aller jeter leur bulletin dans l'urne. Les gens sont mobilisés pour aller prendre les 2000. Certains ont faim, certains sont motivés, sont obligés, sont forcés d'aller participer à ces meetings. Mais une tendance générale est celle de voir que les Congolais ne vont pas se rendre après-demain aux urnes. Pour deux raisons. Ils savent que M. Sassou est là, quel que soit le résultat, M. Sassou va s'imposer. Et la deuxième chose, quand vous voulez organiser une élection normale, on distribue les cartes d'électeurs avant peut-être une semaine, au minimum, avant le scrutin. Mais les cartes d'électeurs, jusqu'à aujourd'hui, certaines cartes d'électeurs ne sont pas distribuées. Donc, les Congolais ne vont pas se rendre aux urnes. C'est l'abstention qui va battre son plein. Et comme l'a dit M. Sassou, il a plus peur de l'abstention. Et après-demain, il y aura plus d'abstention que de Congolais qui vont voter. Alors, Bertrand Meunier, parlons-en, puisqu'on parle des cartes d'électeurs qui sont presque pas encore distribuées. D'aucuns nous ont dit qu'ils ont reçu les cartes d'électeurs des personnes qui seraient déjà en voyage depuis 15 ans, d'autres qui sont morts depuis presque 10 ans, voilà, 5 ans par là. Comment interpréter cela? Est-ce qu'on est là en face d'un corps électoral qui daterait de plusieurs Bon, décennies? mais le débat depuis belle lurette. Le pouvoir organiser des dialogues, des concertations avant chaque élection. Et cette question revient sur la table tout le temps. Et la question aussi de la biométrie. Si il se Bien, on a un petit souci du côté de Bertrand Meunier. Je ne sais pas s'il va nous revenir. Bien, en attendant, alors, Landry Boumbeya, nous parlions donc de ces cartes électeurs, des personnes qui sont déjà en voyage depuis, qui sont à l'extérieur, hein, depuis 15 ans, par là, 10 ans. D'autres sont décédés depuis 5 ans. Comment interpréter cela? Comment comprendre ça? C'est une magouille bien organisée. Il n'y a pas que des personnes qui ont voyagé, il y a des cartes d'électeurs, des personnes décédées depuis plusieurs années qu'on continue à produire. Mais curieusement, il y a des vivants qui sont là qui ne reçoivent pas leur carte d'électeur. Et vous avez une réserve en dehors de la réserve militaire, vous avez une réserve d'électeurs des pays voisins, notamment nos frères dans la Sangha et une partie de la Likwala. Vous avez nos frères de la CEMAC, du Cameroun, de la RCA et de la CEAC, de la RDC de l'autre côté, qui votent massivement pour le candidat au pouvoir. Et certains vont dans les urnes avec des cartes d'électeurs, des personnes que vous avez su dire tout à l'heure, des personnes décédées ou des personnes qui ont déjà quitté la localité. Et pendant plus de 10 ans, puisque j'ai été en séjour de travail dans la Liguala, et pendant près de 10 ans, on continuait à produire des cartes d'électeurs en mon nom. Et ces cartes étaient distribuées. Lesquels votaient? C'était souvent nos frères de la RDC. Donc, pour eux, continuer à produire des cartes d'électeurs pour les personnes qui ont déjà voyagé, ne pas reviser le fichier électoral de fond en comble, c'est toujours à leur avantage. C'est pour cela.
malgré les dialogues organisés, malgré les concertations depuis plusieurs années qu'on organise avant une élection présidentielle, avant les législatives, il y a toujours des concertations et parmi les résolutions de ces dialogues, nous avons la carte posée sur la table, c'est la question posée sur la table, la question de la biométrie. Le jour où on aura une biométrie, nous irons vers une élection libre et transparente. Et le PCT, nous le savons qu'en dehors de l'élection de 1992, n'a jamais organisé une élection libre, crédible et transparente. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de gagner une élection. S'ils étaient sûrs, tel que là nous avons 7 candidats, si c'était l'occasion pour le PCT de démontrer à l'opinion nationale et internationale que le candidat Sassou est plébiscité par les citoyens en organisant une élection libre, crédible et transparente. Là, il aurait gagné en toute confiance. Mais là, puisqu'ils savent que même si vous prenez un chef de quartier ou un chef de village de Makoti Pogo contre le candidat Sassou va perdre. Donc, il ne peut pas se permettre d'organiser une élection libre et transparente et que le fichier électoral soit toiletté de fond en comble. Voilà un peu, Monsieur Christian, ce que je peux dire sur cette question. Évidemment, merci Landry Boumbeya. Je repars donc vers Bertrand Meunier. Nous parlons ici donc des cartes d'électeurs pour des personnes, en fait, c'est ce qu'on a constaté, hein, les cartes d'électeurs, des personnes qui sont à l'extérieur depuis des décennies, mais aussi des personnes décédées depuis fort longtemps. Bref, bon, alors, à côté de cela, il y a un argument qui émerge, défendu d'ailleurs par les partisans du pouvoir et relayé par, bon, il faut dire comme ça, leur soutien, c'est le droit de vote. Ils s'appuient sur cet argument, évidemment, pour contrer ceux qui encouragent la démobilisation, qui demandent aux Congolais de ne pas se rendre aux urnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Le droit de vote. Oui, mais les droits ne doivent pas être saucissonnés, Christian. Nous n'avons pas que le droit de vote. Nous avons le droit à la vie, mais ce même pouvoir s'est investi à assassiner les jeunes en pleine rue. Hein, vous avez vu, sous prétexte de combattre le banditisme, le grand banditisme urbain. Nous avons aussi le droit à la santé. Si vous visitez les hôpitaux, vous verrez que les plateaux techniques ne sont pas performants. Nous avons le droit à l'éducation. Vous voyez que le programme, d'abord lui-même, il est dissuade, et puis les écoles ne garantissent pas une bonne formation pour les jeunes. Nous avons le droit à l'emploi. L'État doit garantir l'emploi. Vous avez vu le candidat, Denis Sassou Nguesso, dire aux jeunes que la fonction publique n'a plus de place. Prenez-vous en charge vous-même. Et donc, le droit n'est pas seulement le droit de vote. Et le droit ne doit pas être saucissonné. Le droit, quand on veut défendre le droit, il faut défendre tout le droit. Et donc, moi, je pense que cet argument est farfelu. Cet argument est farfelu, consiste à dire que le droit de vote, si les gens pensent que leur bulletin risque de ne pas compter, ils sont libres de rester à la maison. Parce que moi, par exemple, je pense que si je veux mettre mon bulletin dans l'urne, celui-ci ne sera pas compté. Et mon bulletin ne permettra pas de changer les choses aujourd'hui, telles que les élections sont organisées. Et rester à la maison, pour moi, c'est une option. Donc, quand on parle de droits, il faut aussi voir les devoirs des autres. Et moi, je pense que c'est un devoir pour tout un citoyen de, de raisonner et de penser que rester à la maison, c'est une forme d'expression, c'est une forme de sanction que la population peut donner à cette élection qui est mal organisée et qui n'est qu'un simulacre. Et donc, cet argument, moi, je pense que peut être démoli et les farfelus. En tout cas, Alors, les Landry, gens doivent être libres. Moi, je pense que moi, je serais libre. Les gens doivent être libres de rester à la maison. Ah voilà. ben oui, Les gens sont libres Christian. d'aller ou de rester à la maison. Alors, Landry Boumbeya, on parle du droit de vote qui est un droit subjectif, hein, tout le monde le sait. Donc, je peux ou ne pas l'exercer, ça ne dépend que de moi. À côté, il y a Bertrand Meunier qui vient de rappeler qu'il y a bien d'autres droits essentiels. Et ces droits-là, c'est une obligation pour les gouvernants de les respecter et de les protéger. Il a cité le droit à la vie, le droit à la santé, à l'accès à l'eau potable, à l'éducation. Il y en a plein comme ça, des droits au Congo qui ne sont pas respectés. Même le droit inaliénable qui est la vie. Il a rappelé qu'il y a des jeunes qui sont en train d'être assassinés à bout portant, sans procès, et nous sommes déjà à plus de 400 jeunes déjà assassinés comme ça. Là, on n'a pas vu ces leaders politiques ou ceux-là qui défendent le droit de vote.
Ils n'ont jamais mobilisé la population pour aller défendre le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, je peux les citer comme ça. Mais les voilà qui s'accrochent sur un droit subjectif où la personne est libre d'aller ou non. Vous, qu'est-ce que ça vous fait dire? Le droit de vote, il faut aller voter Bon, impérativement. Christian, je pense que Maître Bertrand vient de le dire. Voter ou ne pas voter, c'est un choix. Le citoyen congolais a choisi de ne pas voter pour la simple raison, c'est que son bulletin ne va rien changer. Il vote Dave Mafoula ou, je ne sais pas, Vivien Manang, Destin Gavé, Mabiolo. Vivian Manangou, Ngambio, comment on l'appelle? Angios. Oui. Et son bulletin ne compte pas et son bulletin n'apporte rien. Or, dans les pays où le bulletin compte, on va voter parce qu'on sait que mon bulletin va apporter un changement. Je choisis mon candidat, je mets dans l'urne. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on peut dire, qu'on peut mobiliser l'opinion, qu'on peut mobiliser les citoyens pour leur dire, allez-y, votez, votez massivement. Mais si nous connaissons déjà l'issue des urnes, si nous connaissons que demain, après-demain, peut-être à 14 heures, comme il a dit, dès 15 heures, les résultats seront disponibles. Pourquoi aller voter si nous savons qui sera proclamé comme vainqueur de cette élection? Vous avez une commission électorale qui n'est pas euh, transparente, qui n'est pas représentative. Vous avez, par exemple, là, pour les observateurs électoraux, on a vu défiler sur les chaînes nationales quelques accompagnants du pouvoir se mobiliser comme des observateurs électoraux. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez le conseil consultatif de la société civile, qui est un conseil qui doit conseiller le président sur les questions liées au respect des droits humains, au respect des droits de l'homme, mais qui organise, qui deviennent par extraordinaire des observateurs indépendants. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Puisqu'ils sont payés par le contribuable, ils accompagnent le candidat dans toutes ses missions. Et certains, nous attendons toujours les images, ont accompagné le candidat dans sa campagne électorale. Le bulletin de vote, pour le résumé, le bulletin de vote ne compte pas. Et voter ou ne pas voter, c'est un droit. Mettre l'urne, parce qu'on peut aussi aller euh, dans les bureaux de vote et mettre tous les candidats, c'est aussi une façon de voter. Mais le Congolais a choisi de ne pas se reposer, ne pas perdre son énergie, ne pas perdre son temps. Préfère rester à la maison. C'est un jour non ouvré, la personne reste à la maison en famille plutôt que d'aller faire juste du spectaculaire. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Malheureusement, il y a des aspects qu'on ne va plus à évoquer, mais on va terminer donc par cette question. Vous deux, vous pourriez répondre. C'est un peu l'atmosphère, l'ambiance de terreur au Congo-Brazzaville. Tout à l'heure, on a rappelé cette opération, cette fausse opération, une opération sous fausse bannière de lutte contre le banditisme. Tout le monde a constaté, a compris désormais que c'est une campagne d'assassinat. En fait, c'est j'allais dire, des assassinats planifiés. La vérité, c'est ça. Je vous ai rappelé qu'il y a plus de 400 jeunes déjà tués. Et ça a été révélé par le rapport OCDH 2026. Des corps profanés, confisqués. Les parents ne savent plus sur quel, comme qui disait, à quel saint se vouer. Et on en a vu même pendant les campagnes, des mamans en train de, voilà, de se plaindre, de pleurer, de rechercher. Et nous avons de plus en plus des vidéos qui remontent comme ça sur Internet, où les parents ne savent plus où sont passés leurs enfants. Voilà. Et donc, pendant qu'on est en train d'organiser le scrutin, des crimes sont en train d'être commis, des crimes contre l'humanité. Des Congolais, des jeunes sont en train d'être enlevés chez eux, arrêtés arbitrairement, parce que lorsque vous n'êtes pas informé du mobile pour lequel vous êtes interpellé ou qu'on vient vous chercher comme ça, c'est j'allais dire, c'est un kidnapping, c'est un enlèvement. Donc les jeunes sont en train d'être enlevés. Et nous avons reçu des témoignages vidéo à l'appui que nos correspondants ont filmés. Ils sont arrivés dans un quartier. Ils ont assisté les éléments d'un candidat en train de battre campagne. Et là, ils se sont heurtés à un groupe de jeunes qui a semblé les repousser. Le mobile, c'est de leur dire, attention, nous ne voulons pas des problèmes avec la DGSP. Ne venez pas nous parler d'autres candidats ici, en dehors
peut-être du PCT, bon, on peut faire semblant, mais parce qu'on ne veut pas des problèmes avec la DGSP. Il y a donc deux questions. La première, vous nous direz, si vous êtes en train toujours de le constater, est-ce que cette campagne d'assassinat continue pendant qu'on est en train tous, enfin, pendant qu'on appelle les Congolais au vote, c'est-à-dire au scrutin, puisque hier c'était le scrutin des militaires, dans 2 jours ça sera le scrutin des civils. Est-ce que ça veut dire que cette campagne d'arrestation arbitraire, d'assassinat continue? Et est-ce qu'on peut aujourd'hui finalement, eh ben, sans risque de se tromper, penser que cette campagne avait été lancée dans le but, bien sûr, de terroriser les Congolais, de les apeurer pour les contenir à ce qu'ils ne pensent que Sassou Nguesso. Je commence par Bertrand Meunier. Bon, Christian, juste hier, nous avons assisté nous-mêmes des scènes de brutalité extraordinaires, les agents de la DGSP qui cassaient les casques. Au début, on imposait aux jeunes qui font du taxi-moto d'avoir des casques. Avant, on exigeait que chaque taxi-moto puisse avoir 2 casques. Et les jeunes achetaient des casques. Et maintenant, ce n'est plus seulement le casque qu'on contrôle, on contrôle maintenant la vitre qui est devant. Donc, lorsque vous avez un casque qui n'a pas de vitre, on casse le casque. Et vous voyez que ces jeunes-là, les casques coûtent cher. Et ces jeunes-là se débrouillent puisque le président de la République venait d'annoncer, venait de dire aux jeunes de se prendre en charge eux-mêmes. Ils se débrouillent tant soit peu à avoir des casques, mais la DGSP exige qu'il y ait des casques avec vitre. Et donc, il n'y a pas cette vitre-là, votre casque est cassé. Et juste la journée d'hier, nous avons appris qu'ils ont cassé plus de 40 à 50 casques. Et donc, vous voyez que lorsqu'on a cassé votre casque, vous êtes obligé de rentrer à la maison, de ne plus travailler parce que vous n'avez plus de casque. Et donc, vous voyez que nous sommes là en même temps en période électorale. Et donc, ce traumatisme est fait à dessein. C'est juste pour traumatiser la population et dissiper toute éventualité de contestation ou de dénonciation populaire. Et c'était fait à dessein que cette opération de lutte contre le grand banditisme soit mise en œuvre pendant ou proche de la période électorale, simplement pour traumatiser la population. Et même, je soupçonne que l'incident qui s'est produit dans le pool à Mindouli et a été aussi, je veux dire, préparé et imaginé dans le but de traumatiser cette population qui est réputée être une population contestataire. Et les violations des droits humains, c'est parce qu'il manque tous les jours. Vous avez dit tout à l'heure vous-même qu'il ne passe aucun jour sans qu'on voie un parent passer à la télé, passer dans les réseaux sociaux pour dénoncer, pour rechercher leur fils qu'on venait de dénoncer. Et moi, j'étais le jour de la publication du rapport de l'OCDH au CNU, au Centre d'information des Nations Unies. Et ce jour-là, pendant que nous préparons la conférence de presse, le représentant résident du système des Nations Unies appelle les responsables de ce centre pour leur dire que la conférence de presse de l'OCDH ne peut plus se dérouler dans nos locaux parce qu'il venait de recevoir des pressions du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, lui disant que cette activité constitue pour eux, selon le gouvernement, un trouble à l'ordre public. Alors que la conférence de presse se tenait dans les locaux de l'ONU. Vous voyez bien que tout est fait de telle sorte que les gens soient traumatisés et que le crime soit caché. Et je pense que ça ne passera pas inaperçu. Les organisations sont en train de documenter et le moment venu, nous y reviendrons et les procédures seront engagées contre les éventuels criminels. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci Bertrand Meunier. Landry Boumbeya, la DGSP de Serge Oboa, au début, on nous a dit que c'était la lutte contre le banditisme. Après, on a commencé à les voir casser les motos. Après, c'est la démolition des maisons d'habitation des familles. Après, on a commencé à brûler ci, brûler ça. Et là, on apprend qu'ils sont derrière les casques de moto. Et ça veut dire que la DGSP, désormais, contrôle tout. Demain, on va les voir probablement aussi voilà, en train de vérifier les cartes d'identité. Vous n'en avez pas, vous êtes considéré comme un bandit et bon voilà, vous perdez la vie comme ça, on peut vous éliminer ou alors ben, ils vont passer dans les marchés, pourquoi pas.
pour demander évidemment les autorisations d'occupation d'espace. Vous n'en avez pas, vous pouvez mourir. Voilà un peu l'ambiance qui règne désormais au Congo. Et cette ambiance par rapport à la période électorale, à quoi ça vous fait penser? Christian, merci. Vous avez su le rappeler. Avant cette année, c'est-à-dire l'année passée, on avait commencé par tuer les bandits, mais c'est juste un changement de stratégie. Je pense qu'en 2016, nous avons assisté à l'opération Bataille à Bokolo. Parce que pour eux, il se dit, quand vous avez des jeunes indépendants, et nous rappelons que ces groupuscules ont été constitués par M. Sassou. Nous avons le témoignage de Hildevert Moigny qui l'a dit, qu'ils avaient formé des groupes pour combattre le pouvoir de l'Issoua. Et aujourd'hui, ces personnes, pour la plupart, ont vie. Euh, Moigny, ancien Cobra, Serge Boa, ancien Cobra. Donc, vous voyez qu'ils sont dans la logique de la violence. Ils se sont dit, 2021, il a fallu avoir des velléités de contestation. Il faut prendre des précautions pour 2026 pour que nous n'ayons plus assisté à ce que nous avons connu en 2016 et en 2021. Donc, il fallait apeurer les populations. Mais la terreur ne s'est pas arrêtée seulement pour les populations. La terreur, elle est aussi diplomatique parce que à la publication du rapport de l'OCDH, c'est le gouvernement qui appelle le représentant résident des Nations Unies pour lui dire de ne pas accepter que la conférence de l'OCDH se passe dans ces locaux. Et de l'autre côté, nous l'avons dit, pour en ce qui concerne cette campagne, il y a une terreur administrative. Tu es chef de service, tu es directeur quelque part, tu dois te lancer dans la campagne. Et si tu n'y vas pas, soit tu es considéré comme traite, soit dans les jours qui suivent, tu es relevé. Donc la terreur, elle est partout. Nous avons aussi les églises. On a imposé aux églises. Vous avez vu Castano, qui est directeur d'une entreprise euh, publique, mais qui est aussi chef spirituel quelque part, pendant ses prêches, encourager les gens à aller voter pour le candidat Sassou parce que c'est soi-disant la paix. Mais est-ce qu'un citoyen qui n'a pas mangé, un citoyen qui ne se soigne pas bien, un citoyen qui n'a pas d'emploi est en paix? Je pense que ce sont juste des mots jetés comme ça pour faire perdurer la dictature. Toute stratégie mise en œuvre, ce sont des stratégies qui consistent à conserver coûte que coûte le pouvoir. Traumatiser le peuple, traumatiser les administrés, traumatiser les diplomates en poste au Congo-Brazzaville. Voilà ce que le pouvoir de Merci, Brazzaville je vous fait, laisse et donc ce n'est pas les étonnant. quelques secondes qui nous restent pour conclure. Mais à cette question, est-ce que, bon, enfin, moi j'ai essayé de suivre, hein, je ne sais pas est-ce que j'ai la bonne information, mais le peu que j'ai suivi, c'est que je n'ai pas vu les candidats en face de Denis Sassou Nguesso dénoncer la dilapidation des 14 000 milliards de francs CFA. C'est beaucoup trop d'argent. C'est quand même cette année budgétaire du Congo, c'est 26 milliards de dollars américains disparus comme ça. Et face à Denis Sassou Nguesso, nous avons 6 candidats. Personne de ces candidats n'a dénoncé cela, n'a rappelé le candidat Denis Sassou Nguesso où sont passés les 14 000 milliards. Est-ce que ça peut se comprendre? Christian, vous voyez, cette élection, le peuple a choisi de rester à la maison pour ne pas aller. Et je pense que, bon, permettez que je sois un peu méchant avec ces candidats, c'est que pour la plupart, c'est les personnes affamées qui veulent avoir une certaine visibilité pour se faire une place Affamés, au ils ont choix. eu quand même 25 millions hein, à déposer. Vous dites Mais affamés. ça fait partie des stratégies. Nous avons suivi une vidéo qui est devenue virale où certains partisans de M. Kinyombe se posaient la question, lui qui n'arrive même pas à mobiliser 5 millions pour améliorer un centre de santé dans son village euh, proche de Sibiti, mais a quand même eu 25 millions pour poser sa candidature. Et quand vous regardez le seul candidat, c'est pas une façon de faire de sa promotion, mais le seul candidat qui a présenté son quittancier du Trésor se trouve être le candidat Angios Engambe. Mais les autres n'ont pas présenté leur quittancier, le versement de ces 25 millions au Trésor. Et ces candidats, d'ailleurs, pour gérer un pays comme le Congo, un pays post-conflit, il faut avoir assez
de ressources. Il faudrait avoir une bonne stratégie. Et on peut se poser une question de savoir si M. Dab Mafoula, M. Gavepas, président de la République, est proclamé président de la République le samedi, il va travailler avec qui? Et nous avons vu Lissouba qui avait quelques contacts. Après, il a travaillé avec les mêmes personnes, mais ce sont ces personnes qui ont contribué à sa chute. Ils ne sont pas préparés, personne n'est préparé. On veut simplement, parce qu'au Congo, il faut se faire désirer pour avoir une place dans la société. Voilà un peu ce que moi je pense de ces candidats. Ils veulent simplement avoir une place au chaud et ils ne peuvent pas aborder certaines questions sensibles au risque que M. Kongakala les prenne dans son film. Voilà, on va terminer par cette question. Êtes-vous d'accord que les Congolais aillent aux urnes voter ou doivent-ils rester chez eux? Je pense que c'est une élection sans enjeu. Je demande aux Congolais de ne pas se rendre au sourd. On connaît déjà l'issue des résultats. Et ceux qui veulent aller voter, bon, ils sont libres. Voter ou ne pas voter, c'est un choix, mais le choix raisonné, le choix de la raison, c'est celui de rester à la maison, de ne pas encourager cette forfaiture. Merci Landry Boumbeya, merci d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Bertrand Meunier, malheureusement qui est parti pour des Merci. raisons voilà, de réseau, et ça se comprend. Un grand merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez voilà, de cette élection, des scrutins présidentiels là, du 12, d'ailleurs hier. Et dans 2 jours, ce sera le scrutin des civils, donc le 15 mars 2026. Êtes-vous d'accord que les Congolais aillent aux urnes se prononcer ou rester chez eux? Merci de nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt.